y est, j'ai accepté tout le monde. Je vais commencer par une rapide présentation de la Data Tech School. Déjà, merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus ce soir. C'est un événement qui se veut interactif. Donc, si vous voulez poser vos questions, vous pouvez le faire directement dans le chat. Et on aura un petit temps dédié à la fin de l'événement pour répondre à toutes les questions. Donc, pour présenter rapidement Ada Tech School, pour qui je travaille et qui organise cet événement ce soir. On est la première école d'informatique inclusive à la pédagogie alternative. C'est une formation qui est en 21 mois avec 9 mois de présentiel à Paris. On ouvre bientôt un campus à Nantes en octobre. Puis après, il y a 12 mois d'alternance dans une de nos entreprises partenaires. Et du coup, dans nos entreprises partenaires, on a Le Bon Coin qui a déjà accueilli pas mal de nos apprenantes avec qui on fait cet événement ce soir. La raison d'être de la Tech School, c'est que nous souhaitons faire évoluer le nombre de femmes dans la tech. Donc aujourd'hui, les femmes dans la tech ne représentent que 10% des effectifs et on voudrait permettre à la tech de reposer sur des talents beaucoup plus diversifiés. À Data Tech School, nos apprenantes apprennent à coder en questionnant l'impact que leur code peut avoir. Donc, ça leur permet d'avoir une vision beaucoup plus globale de la question et surtout de chercher des solutions créatives pour répondre aux problèmes de demain. C'est pour ça qu'on a choisi d'organiser cet événement avec Le Bon Coin ce soir, parce que le Bon Observatoire, c'est un parfait exemple d'initiative où les personnes invitées ce soir se sont posées des questions et ont monté une solution technique qui s'appuie sur la data pour y répondre. Donc, après un an de travail sur le Bon Observatoire, Stéphanie et Mathieu, qui sont là ce soir, vont nous proposer un petit retour d'expérience sur cette plateforme dans le but d'illustrer à quel point on peut faire parler la data de manière parfois drôle, mais aussi très utile pour prendre des décisions au sein d'une entreprise. Donc voilà, je vais vous laisser vous présenter du coup Stéphanie Bergamo qui est Lead Data Engineer chez Le Bon Coin et Mathieu Couder qui est Product Owner Data chez Le Bon Coin. Donc je vous propose pour vous présenter de présenter votre parcours et de nous raconter ce qui vous a intéressé dans la tech et aussi pourquoi vous êtes arrivé chez Le Bon Coin. Alors, bonjour tout le monde, merci de votre présence. Donc moi c'est Stéphanie, je fais de la data depuis à peu près 2008. J'ai commencé en tant que consultante dans la business intelligence. Donc en gros c'était rassembler de la donnée pour aider à prendre des décisions, que ce soit des contrôleurs de gestion, des responsables de vente, dans pas mal d'industries, dans le luxe, dans le transport. Et ensuite en fait je suis arrivée chez Le Bon Coin en tant que chef de projet business intelligence toujours, hein, pour mettre en place, pour apporter de la data chez Le Bon Coin. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Il y avait quelques requêtes qui étaient faites sur la base de données du site. Donc, ça prenait un petit peu de temps et puis ça arrivait avec un petit peu de délai aussi. Et avec l'équipe qu'on a mis en place à l'époque, on a construit toute une infrastructure d'accès à la donnée qui nous permet aujourd'hui de créer des produits dérivés de la donnée. Et donc, moi, je suis passé chez Le Bon Coin, j'ai été manager de data ingénieur et de développeur business intelligence. Et puis, j'ai fini par me rendre compte que je préférais coder que faire le boulot d'un manager, tout simplement. Et donc, j'ai changé un petit peu d'entreprise, j'ai appris ailleurs, j'ai appris chez JobTeaser, chez Algolia. Et me voilà de retour chez Le Bon Coin pour travailler avec Mathieu et la super équipe qu'on a. On est 8 ou 9. Et donc, je travaille sur la partie data engineering avec notamment les personnes avec qui j'ai travaillé à l'époque chez Le Bon Coin. Je te laisse la parole, Mathieu. Hello, enchanté, Mathieu. Précédemment, j'ai commencé à être sur le marché du travail en 2017. Mon premier job en CDI, j'étais data scientist pour le site de rencontre Mythique. Donc, Mythique est présent dans 15 pays en Europe. Donc là, mon but, c'était de faire des algos pour faire matcher les gens et pour faire aussi du revenu, parce qu'il y a ces deux aspects qu'on travaille pour un site de rencontre. Donc, c'était super intéressant parce qu'il y avait tous des volets d'acquisition pour un site de rencontre qui est assez important. Il y avait comment les faire rester sur le site quand ils ne trouvent pas d'amour, bien sûr. Et donc voilà, et donc ça m'a amené chez Le Bon Coin en tant que data scientist, où j'ai travaillé sur des thématiques au départ sur le search, comment améliorer la recherche sur Le Bon Coin, et sur des notions de tendance pour Le Bon Coin.
Et c'est dans ce cadre-là qu'on m'a proposé un poste de Product Owner Data, une transition vers un poste de PO, de Product Owner, donc de plus sur la gestion de projet, et que j'ai rejoint l'équipe Data Discovery il y a maintenant quasiment plus d'un an. Tout à fait, plus d'un an, un an et demi, ouais. Donc voilà, et je crois qu'il y avait une question sur comment on est arrivé chez Le Bon Coin, c'est ça? Ou dans la tech? Du coup, je vais continuer. Comment je suis arrivé dans la tech? Un peu par hasard, parce qu'il y avait une super opportunité au départ chez Mythic, et de fil en aiguille, ça m'a beaucoup plu, en fait, cet environnement assez agile, moderne, et sur des différents types de marketplace. Donc, c'est un peu comme ça que je suis arrivé par hasard dans la tech, on va dire. Je te laisse prendre la main. Et moi, en fait, je faisais des études de contrôle de gestion, et je me suis rendu compte que je préférais automatiser mon travail que de le faire. Donc, je me suis redirigé vers un master minage à Paris Descartes, et puis j'ai continué en travaillant un petit peu dans la BI. Je travaillais aussi avec des contrôleurs de gestion, ça a fait le lien. Et puis voilà, je me suis rendu compte au fil du temps que je préférais beaucoup coder. Donc voilà à peu près. Hyper intéressant. Du coup, je propose que maintenant, on aille plus du côté de la genèse du projet. Du coup, comment vous êtes venu cette idée du bon observatoire? Je pense que l'idée du bon observatoire, c'est pas nous personnellement qui l'avons eu, c'est tous les gens qui sont passés à la data depuis quelques années. Oui. Je pense notamment à l'époque à Stéphanie Lepus, notre ancienne Head of Data. En fait, ce qui se passe, c'est que Le Bon Coin, c'est 29 millions d'utilisateurs uniques par mois, c'est 64 catégories, donc on peut déposer des voitures, des cartes Pokémon, des meubles, mais également aussi vendre son appartement ou essayer de trouver une location. Donc c'est assez varié, ça touche à tous les aspects de la vie en fait, des biens de consommation, à l'automobile, à l'immobilier. Et en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on a constaté, je pense, à travers différents événements, les impacts qu'il pouvait y avoir dans la société et les impacts que ça avait sur notre site, sur notre demande, sur les annonces qui étaient postées. Par exemple, le Brexit qui a amené en fait un excès de demande à Paris. Le confinement, la vague de Covid, vous imaginez bien que la demande elle a un peu évolué avec des recherches d'alter lors du premier confinement qui ont explosé. Et donc, du coup, c'est tous ces aspects-là qui ont fait que on voyait qu'il y avait une grande possibilité à utiliser la donnée, à la partager, qu'il y avait un vrai intérêt aussi pour mieux connaître la demande en fait, des Français, des 29 millions de Français qui viennent chaque mois sur le site Le Bon Coin. Et donc, du coup, la genèse, c'est on n'a pas traité ça en interne au départ, on a traité ça avec des prestats sur deux types de données différentes. Et du coup, il fallait mutualiser un peu ces ressources. Ça avait beaucoup de valeur. Et du coup, on a repris ça en interne. Et c'est de là un peu qu'est venue l'idée du bon observatoire. Et puis, en fait, aussi, c'est aussi venu des besoins en interne, tout simplement de la communication qui me disait vous n'auriez pas une idée de ce qu'est la demande en ce moment sur telle thématique corrélée à l'actualité? Des choses qui revenaient assez souvent, c'est quoi l'évolution de la demande en immobilier, c'est quoi les grandes tendances. Et en fait, vu que ça peut s'automatiser, comme disait Stéphanie, et que ça peut se partager maintenant aussi de manière un peu automatique, c'est de là qu'est venue un peu l'idée du site Le Bon Observatoire. Ok. Et du coup, le bon observatoire, il y a une utilité du coup en interne pour Le Bon Coin et une utilité aussi B2C? Alors, il y a une utilité, je pense, pour différents types d'utilisateurs. En interne, c'est sûr qu'on peut partager pas mal d'informations. Après, il y a aussi un pôle BI important, data engineering est important chez Le Bon Coin qui sort pas mal de choses en interne et qui est le référent là-dessus. Après, on peut amener encore plus d'informations sur certains aspects parfois. Mais il y a aussi des différents types d'utilisateurs, donc potentiellement des utilisateurs un peu particuliers, c'est-à-dire nous tous, on veut peut-être savoir le prix au mètre carré à Tourcoing ou je ne sais où en France. Il y a aussi des journalistes qui veulent connaître les toutes dernières tendances associées à des topics assez précis. On va voir de notre côté aussi nos annonceurs pub qui souhaitent savoir en fait qui sont les utilisateurs derrière le site Le Bon Coin, qu'est-ce qu'ils font. Donc en fait, ça touche différents types de besoins pour différents types d'utilisateurs. Et donc là, dans un premier temps, on a traité en fait la partie publique qui correspond à des utilisateurs, on dirait, enfin un peu tout le monde, et notamment aussi les journalistes potentiellement. Et à terme, c'est d'offrir des services qui sont potentiellement, on va dire, spécifiques à des besoins plus typés associés à nos utilisateurs professionnels ou encore à nos annonceurs pub. Ok, trop bien. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous faire une petite démo de la plateforme? Yes, tout à fait. Alors, en fait, à l'heure actuelle, sur le Bon Observatoire, tac. Est-ce que vous voyez mon écran ou pas? Oui.
Yes. Globalement, on a deux grandes pages, on va dire, à l'heure actuelle, qui est une page sur toute la partie automobile, voiture, où vous pouvez en fait savoir connaître en fait les marques les plus demandées sur le marché des véhicules, quelle est l'évolution de la demande. Donc là, typiquement, de voir que c'est un marché un peu compliqué où la demande a tendance à pas mal baisser et que paradoxalement, le prix des véhicules a tendance à augmenter, ce qui est notamment corrélé en fait avec la crise des semi-conducteurs et le fait qu'au-delà que la demande baisse, il y a aussi l'offre qui baisse énormément parce qu'il y a une crise sur le marché du neuf qui s'est répercutée sur le marché de l'occasion. On peut également filtrer ces informations et se dire, mais est-ce que c'est la même chose sur les modèles électriques et de voir potentiellement en fait que Tesla phagocyte pas mal la demande sur le site Le Bon Coin, ce qui est assez intéressant, et de voir que la demande, depuis l'année dernière, elle a eu tendance à augmenter de 11%. Après, on peut se dire, mais c'est quoi les modèles les plus demandés en termes de modèles électriques? Donc, du coup, c'est le modèle 3 côté Tesla. Et on retrouve derrière la Renault Zoé, par exemple. On peut encore se demander, mais de manière globale, c'est quoi les modèles les plus demandés sur le site Le Bon Coin? Et donc, avoir cette information. On peut également se dire, est-ce qu'il y a des disparités entre les différents territoires et potentiellement voir que la Golf est le modèle le plus demandé en France, mais en Seine-Saint-Denis particulièrement, c'est plutôt la Clio qui va être la plus demandée. Donc, c'est toutes ces informations, en fait, elles se retrouvent sur le site Le Bon Observatoire. Et derrière aussi, vous pouvez potentiellement voir des évolutions des prix du marché de l'auto, spécifiquement en Seine-Saint-Denis, voir l'évolution de la demande dans les différents territoires. Donc voilà, donc ça, c'est les possibilités qu'on laisse. Et donc là, potentiellement, on a un peu restreint, entre guillemets, certains filtres qu'on laisse disponibles en public parce qu'on essaie de faire attention aux informations qu'on met à disposition aussi. Potentiellement, il y a certaines infos qu'on mettra à dispo de certains types d'utilisateurs avec peut-être un peu plus de droits, etc. Et puis, de manière générale, on va peut-être ouvrir au fur et à mesure en ayant confiance du fait de partager des informations parce que ce n'est pas tous les sites toutes les marketplaces qui partagent ces informations d'offres, de demandes, et que c'est un peu nouveau pour nous aussi. Donc, on essaie d'y aller au fur et à mesure. Et sinon, dans les autres infos qui sont disponibles, par exemple, vous pouvez avoir l'évolution, plutôt les prix au mètre carré dans le Finistère, par exemple, ou n'importe quel département en France. Vous pouvez avoir ça sur la vente, la location, avoir l'évolution de la tension immobilière, c'est-à-dire quelle est l'évolution du ratio demande sur offre, c'est-à-dire à un niveau d'offre constant. Est-ce qu'il y a eu plus de demandes qui a été faites ou moins de demandes? Quelle est la tension du marché immobilier en fait? Vous avez également l'évolution des prix. Et donc, vous voyez depuis un an que les prix pour les maisons ou les appartements en vente immobilière dans le Finistère ont bien augmenté et se tassent un tout petit peu sur les tout derniers mois. Vous avez également une idée de la composition des foyers moyens, c'est-à-dire quelle est la surface moyenne des biens dans le Finistère. Vous voyez qu'en vente immobilière, c'est 67 mètres carrés pour les appartements et 116 pour les maisons, et que potentiellement sur la location, ça va être souvent le cas, ça va être un peu plus petit, ce qui semble assez logique, et vous avez le tout qui se met à jour. Donc voilà, ça c'est des informations qui sont disponibles à l'heure actuelle sur le site Le Bon Observatoire. De notre côté, du coup, ça a imposé pas mal de choses, notamment une création de ce qu'on a appelé une API data, où on partage ces informations. Donc, il a fallu les structurer, on a dû mailler et créer des petits clusters géographiques parce qu'il y a certains endroits où potentiellement on n'a pas trop d'infos. Donc voilà, donc ça a amené pas mal de travail tout ça. Et on a une dernière page, Lifestyle. Un page Lifestyle, en fait, on va partager 6 topics du moment. Donc 6 topics qui ont eu tendance à être recherchés. On ne va pas partager tout le contenu en bien de conso parce que c'est un gros chantier et on fait ça au fur et à mesure. Et par exemple, là, vous pourrez retrouver le fait que les meubles Ikea sont en rupture de stock et donc les gens ont tendance à pas mal rechercher les meubles Ikea en ce moment sur Bon Coin et notamment les Trop Fast pour ne pas leur faire de pub. Donc voilà, ça c'est ce que vous pouvez trouver à l'heure actuelle sur le site Le Bon Observatoire. Et bientôt, vous aurez également le même type de contenu sur la partie vacances, avec pareil, l'évolution de la demande, où est-ce que les Français où est-ce qu'ils ont tendance à partir, quel est leur budget moyen, quelle est la part de Français qui part en hiver ou en été. Et après, on va faire également la même chose en emploi et au fur et à mesure l'ouvrir sur d'autres catégories. Donc voilà, ça c'est un peu les infos qu'on peut trouver. Globalement, les infos, c'est quel est le prix moyen, quelle est l'offre, quelle est la demande, quelle est son évolution. Et ça pour tous les marchés qu'on a chez Le Bon Coin, et il y en a quelques-uns. Mais on est au début de tout ça. Ok, c'est ultra intéressant, ultra riche.
Ça introduit bien du coup ma partie d'après sur toute la mise en place de la plateforme. Et du coup, vous avez eu énormément de données. Et comment vous avez fait pour structurer toutes ces données auxquelles vous avez eu accès? Alors, on a eu pas mal de challenges, mais comme je vous disais tout à l'heure, il y a déjà une équipe, et Mathieu aussi en a parlé tout à l'heure, il y a déjà une équipe data qui est en place. Du coup, ce qu'on fait au final, c'est d'exploiter les données du Boncoin qui sont déjà formatées, déjà pré-mâchées pour nous. Et donc, comme dans toute entreprise qui a un service data, on a un data lake. N'hésitez pas à me couper ou poser des questions si jamais je dis des termes, si jamais je dis des gros mots. Ah oui, moi, j'ai une explication du terme data lake. Alors, un data lake, c'est un endroit où on stocke des données brutes, plutôt sans trop de transformation, éventuellement avec un petit peu de nettoyage. Mais l'idée, c'est qu'elle soit le plus brute possible. Et c'est en général stocké sur un stockage objet, comme Amazon S3, par exemple, ou Google Storage. Azure aussi en a un. Et donc, c'est un peu comme un système de fichiers, mais distribué, sur lequel on peut stocker une infinité de données. Et en général, ça ne coûte pas très cher à stocker, contrairement à un data warehouse qui va être une base de données et qui, en général, coûte beaucoup plus cher. Et donc, nous, on a demandé... C'était clair, du coup? Oui, très. Ok, ça marche. Du coup, en partant de là, on s'est arrangé avec l'équipe qui gère cette partie-là pour avoir les données qui nous intéressent. Et donc, pour construire le bon observatoire, on va avoir besoin des annonces, évidemment, qui sont en ligne, et de l'audience qu'on peut avoir dessus. Donc, est-ce que les gens ont cliqué sur ces annonces c'est ce qui définit un petit peu la demande sur le bon observatoire. Et donc, pour ensuite agréger tout ça et processer un petit peu tout ce volume de données, parce que comme disait Mathieu, on a plus de 60 catégories, on a plus de 30 millions d'utilisateurs, on va avoir besoin de créer des flux de données qui vont partir donc Amazon S3, donc du data lake, à une base de données que nous, on aura choisie, dont je vous parlerai un petit peu plus en détail. Et pour ça, comme on va avoir des besoins soit quotidiens, soit de récupérer tout l'historique, on a besoin de quelque chose qui puisse nous fournir des ressources de manière un peu élastique. Donc, soit avoir beaucoup de ressources, beaucoup de RAM, beaucoup de CPU, soit au contraire, en avoir un tout petit peu juste pour les besoins quotidiens. Et donc, pour ça, on a choisi Apache Airflow, qui est très connu dans la data et qui nous permet de gérer tous nos flux, par exemple, ne pas processer nos annonces si on n'a pas reçu de l'audience, donc de gérer un petit peu les dépendances entre les données qu'on a en fonction de ce qu'on a défini. On a dû choisir 2 bases de données, on a fait le choix d'en avoir 2, une pour exposer les métriques et donc une qui va devoir être suffisamment rapide pour répondre à l'API de manière un peu réactive, et une autre plus pour auditer un petit peu le contenu, donc la qualité, potentiellement stocker de la configuration, donc qui stocke un petit peu nos métadonnées. Je vous parlerai un petit peu plus en détail de notre base de données pour l'analytics, parce que ça a été un gros chantier de la choisir. Et à côté de ça, évidemment, on a besoin, comme disait Mathieu, d'une API data. Donc pour ça, on est parti sur des bons standards, très moderne au final. Et puis, on a surtout la compétence chez Le Bon Coin pour faire du Go. Donc, on a une API qui est faite en Go sur des microservices et donc, pareil, qui peut scaler en fonction du trafic qu'on va avoir dessus. Et évidemment, comme on peut avoir des calculs un peu gourmands, tels que la page d'accueil qui va requêter toute la France, on va mettre un cache pour ces données-là qui ne sont pas rafraîchies très souvent. Du coup, je vais vous parler, sauf si vous avez déjà des questions, je peux vous parler de comment... Et à la fin, c'est disponible sur Bon Observatoire. Et à la fin, c'est disponible sur Bon Observatoire. Et puis, on a tout plein d'utilisateurs qui vont utiliser l'API, enfin, un des workers de l'API. Si vous n'avez pas de questions, je peux vous raconter un petit peu comment on a choisi la base de données. Alors, en fait, on s'est dit, on était avec Enguerrand, une des personnes de l'équipe à ce moment-là. On avait fait pas mal d'études, on a tenu la jambe à Mathieu pendant un bon moment. et on s'était dit qu'on avait besoin, en fonction de tout ce qu'on a vu et des magnifiques maquettes que Mathieu nous avait faites, on s'était dit qu'on avait besoin de faire des requêtes globales ou spécifiques. Donc, potentiellement toute la France ou faire des where, tout simplement. Donc, where... on me dit de me mettre devant le micro. D'accord. Du coup, where, on a dit Seine-Saint-Denis tout à l'heure. Vous finissez, ouais.
ou le Finistère. On voulait aussi la capacité à faire des jointures. Je vous montrerai un petit peu le modèle de données tout à l'heure. Et on voulait un bon temps de réponse, donc inférieur à 1 seconde. On se dit que c'est acceptable sur une API qui fait de l'analytique. Et à côté de ça, comme on fait on n'insère pas beaucoup de données, mais par contre, on n'insère pas souvent de la donnée, pardon, mais quand on le fait de manière assez massive. C'est-à-dire que d'un coup, on va stocker les 50 millions d'annonces en ligne qu'on a sur le Bon Coin. Et comme on a des référentiels, par exemple les villes, les départements, les clusters, dont on parlera peut-être un petit peu après pour la partie géographique, on a besoin potentiellement de faire des mises à jour dessus. Et donc, à partir de ces contraintes et d'une petite étude qu'on a fait sur ce qui était disponible, on a voulu regarder Elasticsearch, mais on s'est dit que dans l'équipe, on n'était pas très, très fort en Elasticsearch, tout simplement. Même s'il y avait des compétences en interne, nous, on ne se sentait pas super à l'aise. Et le peu de requêtes qu'on avait fait, on n'arrivait pas à des performances qui nous satisfaisaient. On s'était dit que ClickHouse, c'était cool. Par contre, on avait vu énormément de forums ou de documentation en russe. Et on ne parle pas russe dans l'équipe, malheureusement. Ça s'est un petit peu amélioré depuis, hein, mais du coup, ça nous a un petit peu rebuté. Snowflake, c'est vachement à la mode, mais par contre, ça coûte cher. Et on a déjà un Redshift chez Le Bon Coin. Et à côté de ça, par contre, on a les compétences Postgres. Donc, on s'est dit qu'on testerait Postgres pour voir si ça tient avec la volumétrie, avec l'idée de modélisation qu'on avait en test. On a voulu aussi tester Postgres partitionné, parce que c'est assez natif, en fait, de pouvoir partitionner nos tables avec un critère qu'on choisit, et donc distribuer un petit peu sur la base. Et parce qu'on l'avait déjà fait et parce qu'on sait que la distribution, c'est pas mal, on a aussi voulu tester Postgres avec Citus. Donc, Citus, c'est une extension à Postgres qui permet de vraiment distribuer la donnée sur un cluster. Donc, sur plusieurs machines qui sont gérées par une machine maîtresse, le coordinateur. Mais du coup, la donnée, elle est splittée sur un nombre de machines limité par notre porte-monnaie, tout simplement. Et donc, on a fait un petit benchmark de tout ça. Et on s'est rendu compte que Citus, c'est pas mal, ça reste stable. Là, je vous montre juste la requête où on aurait pu se dire qu'on ne part pas sur Citus parce que c'est le moins performant sur ce type de requête-là. Mais au final, avec tout le lot d'autres requêtes qu'on a pu tester, on a vu qu'en fait, c'était le seul qui était assez constant malgré la volumétrie qui augmentait. Et du coup, on avait des perfs qui nous satisfaisaient totalement. Donc, on est parti là-dessus. Sur le temps de réponse. Sur le temps de réponse, ouais. Sur le temps de réponse, pas sur l'argent. Sur l'argent, c'est sûr que c'était un petit peu plus cher. Joker. Mais on était OK là-dessus. Et donc, à part ça, fallait déplacer la donnée de la partie Data Lake à chez nous. Et pour ça, on s'est dit, vous n'avez peut-être pas fait attention, mais on n'a pas de cluster de calcul distribué en fait dans notre architecture. Parce qu'on s'est dit que si on pouvait s'éviter un composant en plus, ce serait cool. C'est du travail en moins pour nous. Et donc, on s'est dit tout simplement, vu qu'on a à peu près les mêmes métriques, mais pas forcément, on a, sur une annonce automobile, par exemple, on va avoir le kilométrage, la marque, le modèle, alors que sur une annonce immobilière, on va avoir le prix, le mètre carré, le prix, est-ce qu'il y a un terrain ou pas. Donc, on va avoir à peu près les mêmes métriques, mais sur des familles et des catégories un peu différentes. Donc, notre idée, ça a été de centraliser ce qui est commun, donc les villes, les départements, le temps, on a une table calendrier pour ça, et les clusters géographiques. Et pour tout le reste, splitter par catégorie, pour avoir des tables spécifiques par catégorie, mais quand même assez génériques. Parce qu'on n'aime pas taper la même chose tout le temps. Faire la même chose tout le temps, c'est pas très drôle. Et en plus de ça, on savait qu'avec le stockage en colonne qui est disponible sur Citus, on pourra en parler un petit peu plus en détail si besoin à la fin, parce que sinon je vais partir dans tout plein de détails. Mais en tout cas, ça nous permettait, de par la compression et le type de colonne, d'avoir des bonnes performances. Donc tout ça, ça a fait que la volumétrie n'est plus en sujet et qu'on a pu déplacer nos données de manière assez rapide finalement. On a tout plein d'outils pour ça. Et on est assez satisfait. Mais au final, comme on a dit qu'on a 60 catégories et qu'on est 3 data ingénieurs dans l'équipe, ça fait beaucoup de catégories à implémenter à la main. Donc, on s'est dit qu'on allait automatiser un petit peu tout ça. Ah mince, ça, je vais peut-être revenir dessus après. Et c'est pas grave. On s'est dit que pour déplacer un petit peu toutes ces données, on allait tout automatiser et donc réfléchir à comment rassembler et comment factoriser
tous les workflows qu'on allait avoir. Donc, se dire que pour les voitures, on veut stocker ces données par kilométrage, par marque, par modèle. Pour les ventes immobilières, on veut le faire par ville, par type de bien, etc. Tout ça, on en a fait des classes, on a designé des classes qui font que on a des factories qui génèrent la bonne pipeline en fonction du besoin de la catégorie qu'on va charger. Donc, ce qui fait qu'au final, les 60 catégories, on a juste spécifié de la conf, et même Mathieu a pu le faire, de la configuration sur ce qu'on veut charger, à quel niveau d'agrégation, et derrière, on n'a plus qu'à générer et à ne pas travailler, puisque le travail aura été fait en amont. Donc, Mathieu, typiquement, alors ça va nous générer un DAG de ce type-là. Donc, il faut se dire que derrière chaque petit carré se passe un déplacement ou une transformation de données. Et que ce DAG, ce graphe, finalement, il est adapté en fonction de la catégorie. Typiquement, pour les voitures, on va avoir besoin de savoir, de pouvoir se dire qu'une BMW, elle contient le modèle M3, C3, et que la M3 n'est pas disponible chez Tesla, donc c'est un référentiel qu'on calcule en fonction de ces données-là. Ce genre de traitement, on n'en a absolument pas besoin sur les ventes immobilières. Du coup, les factories que je vous montrais tout à l'heure vont prendre en compte tout ça juste avec de la configuration, et c'est Mathieu qui fait la conf s'il a envie, et nous on peut se tourner les pouces ou travailler sur d'autres idées que Mathieu aura, parce qu'il est plein d'idées. Ça, typiquement, si tu veux peut-être en parler. Juste rapidement, en fait, quand on parlait de conf, là, typiquement, on stocke notre donnée par tranche de surface, par exemple, ici. Et c'est moi, dans la configuration, qui vais dire, par exemple, pour la maison, je veux commencer à stocker des annonces à partir de 60 mètres carrés jusqu'à 200 mètres carrés et par tranche de 20 mètres carrés. Et donc, du coup, ça veut dire que dans la table, on va agréger toutes les surfaces qui se situent entre 60 et 80 mètres carrés, 80 et 100, et jusqu'à 180 à 200. Et donc ça, en fait, c'est moi directement dans de la conf assez facilement qui vais setter ça sans avoir à écrire du code. Et ça, je peux le faire aussi directement sur les autres verticaux en disant explicitement, j'ai envie de récupérer le modèle de voiture, j'ai envie de récupérer l'intitulé du poste, etc., etc. Et ça se fait assez facilement et c'est un peu reviewé derrière par les data engineers et ça peut passer en prod directement. Donc, c'est assez simple d'usage. Et donc, du coup, là, on vous parle d'agréger des données par surface, sur des champs continus. Et donc, je vais revenir un peu en arrière. Attention, on ne voit rien du tout. Hop. Justement, qu'est-ce qu'on agrège dans ces tables-là? Et donc, nous, comme on disait tout à l'heure, on a essayé de limiter la volumétrie et de surtout tabler sur la performance de l'API. Donc, on a pré-mâché pas mal de travail. Donc, par exemple, on disait tout à l'heure qu'on faisait de l'agrégat. Typiquement, pour certaines tables, on va agréger sur la voiture, par exemple. On n'a pas besoin de la donnée au niveau de la ville, on en a besoin au niveau du département. Mais malgré tout, on peut aussi se pré-mâcher le boulot et déjà calculer des valeurs minimales, des valeurs maximales par ligne d'agrégation, ce qui derrière va beaucoup faciliter le travail à l'API qui n'aura qu'à utiliser ces champs-là et taper directement la valeur dans le tableau qui est présent ici. Et notamment la moyenne. Et notamment la moyenne qui est pas mal pour le prix au mètre carré, par exemple. Ou le prix moyen des voitures que vous avez pu voir tout à l'heure. Exactement. Et donc, en termes de données, de tables et de bases de données, on se retrouve, comme je vous disais, avec finalement des tables un petit peu spécifiques par catégorie, vu qu'on a des paramètres, des attributs différents par catégorie. Et donc, au final, ça ne se voit peut-être pas ici, mais on a un petit peu plus d'une quarantaine de tables parce qu'on va les stocker par jour, on va les stocker potentiellement par mois, on va les stocker soit de manière quasiment brute, donc c'est-à-dire avec telle annonce, telle maison, par exemple, elle coûte 500 495 €. Mais à côté de ça, on va pouvoir se dire, non, mais en fait, on peut les regrouper par annonces qui sont dans la tranche 450 000 à 500 000, des tranches définies notamment par Mathieu. Et donc, tout ça, pareil, hein, ça passe par de la configuration. On va se dire que pour la vente immobilière, on va seulement vouloir agréger par jour, par mois, mais surtout pas sur la géographie, parce que c'est cool d'avoir les villes, alors que pour les voitures,
On peut aller jusqu'au grain de département. Donc tout ça, toutes ces techniques d'agrégation, elles vont nous permettre de limiter beaucoup la volumétrie de la table et donc, encore une fois, d'accélérer les temps de réponse. Mais ça n'a d'intérêt que si on a des volumes conséquents. À côté de ça, typiquement, sur la partie emploi, où forcément, par rapport à des voitures ou à des locations en immobilier, on a un volume qui est totalement minime. Et on va pouvoir se satisfaire d'avoir des annonces avec des ranges, mais au jour, et tout en ayant des performances au niveau de l'API qui sont très satisfaisantes. Mais là, encore une fois, on n'a pas envie d'écrire des migrations de tables tout le temps, donc de créer des tables à la main tout le temps. C'est un peu embêtant. Surtout qu'on peut vite se retrouver avec des corrélations entre un champ prix qu'on va mettre en integer quelque part et qu'on mettra en décimal de l'autre. Ou ce genre de choses. Et nous, ce qu'on voulait, c'était faire du générique tout en ayant du spécifique et se limiter le boulot, ça je le rappelle. Donc, on a réfléchi à une stratégie pour ça et en fait, on fait tout en Python. Et donc, il y a une lib qui sert d'ORM, qui gère les migrations, qui s'appelle SQL Alchemy, accompagnée d'Alembic et des mixins, donc de classes finalement. On a pu spécifier spécifier des objets qui sont communs entre à peu près toutes nos catégories. Donc, par exemple, pour toutes les annonces, on va retrouver la date, qui aura toujours le même nom de champ. On va retrouver un type de marché. Est-ce que c'est une annonce professionnelle? Est-ce que c'est une annonce particulière? On va avoir aussi, surtout, des nombres d'utilisateurs uniques, des nombres de contacts qui ont tenté de contacter la personne, le nombre d'annonces qui correspondent à cette ligne. Donc, cette classe, elle nous permet derrière de spécifier des tables de manière très, très rapide, simplement en instantiant une classe, lui donnant un nom et en indiquant les objets dont elle va hériter. Ce qui fait qu'on a une cohérence sur toute la base de données. On garantit d'avoir toujours les mêmes types, les mêmes noms, et ça facilite derrière le boulot pour la partie API qui peut se baser là-dessus. En plus de ça, ça vient aussi accélérer les développements, parce que quand Mathieu il nous dit un matin « Bon, aujourd'hui, j'ai envie d'avoir les vélos ou j'ai envie d'avoir les ordinateurs », nous, il nous suffit de créer 2-3 classes avec, on réfléchit un petit peu, est-ce qu'on veut une table brute, est-ce qu'on veut une table agrégée, est-ce qu'on l'agrège au mois, à la semaine, au département, etc. Une fois qu'on a discuté de tout ça, on déclare la table et ça nous génère la migration. Et encore une fois, on se limite le boulot. C'est peut-être tout pour cette partie. Je pense que c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ouais. Je ne sais pas si vous avez déjà des questions ou sinon... Il y a déjà quelques petites questions. Si tu voulais, je vous les liste maintenant. Du coup, il y a Quentin qui demande s'il est possible de requêter directement l'API. Je te laisse répondre, Mathieu. Alors, oui, il est possible de requêter directement l'API sur le front Le Bon Observatoire. Après, à mon avis, ce sera plus compliqué de la requêter de manière intensive avec les outils qui sont mis en place pour éviter ce genre de soucis. Mais oui, il est possible de requêter en fait ce que vous voyez à l'heure actuelle sur le site Le Bon Observatoire. On n'a pas encore ouvert la documentation. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une autre question ou Du coup, c'était Laurent qui demandait si l'API est open, mais du coup, yes, vous avez répondu aussi. Ouais. Il n'y a pas encore de doc officiel. On verra ça. Moi, je suis OK pour l'ouvrir. De toute façon, on a les adresses email de tous les participants, donc vous pourrez les contacter ensuite pour les prévenir. Ça marche. Je pense que ça leur quelques-uns qu'on connaît. Et du coup, pour aller plutôt vers les résultats, comment vous faites pour connaître, par exemple, le prix au mètre carré dans une ville où vous n'avez pas d'annonce? C'est une très bonne question. A priori, on aurait tendance à dire... qu'on n'avait pas anticipé. Je repartageais mon écran, j'arrive, désolé. Hop. Je vois qu'il y a... Hop. Pardon. Hop. Du coup, au départ, en fait, on est arrivé, on a créé l'API, et puis on est arrivé sur cette magnifique slide. Oups, que se passe-t-il? Il manque pas mal d'informations à certains endroits. Ce qui se passe, c'est qu'on s'est retrouvé avec une carte où il y a plein de villes où on avait soit
très peu d'annonces ou pas d'annonces. Donc, on n'était pas capable d'afficher une évolution, un prix au mètre carré. Et du coup, on s'est dit, comment on fait pour afficher de l'information partout? Parce que finalement, on reste quand même le référent. Je pense notamment à l'immobilier où 75% des Français ont tendance à faire qui ont une envie de recherche immobilière à venir sur Le Bon Coin, qui est le premier site en France. Donc, du coup, comment on fait pour afficher de l'information partout? Et dans ce cadre-là, on a travaillé avec des chercheurs à l'époque sur la carte des loyers. Donc, on leur a partagé une information et ils ont fait sur la carte des loyers, vous pouvez le trouver sur Google, qui donne le loyer moyen partout en France. Et ils avaient fait une méthode de clustering géographique qui consiste en fait à dire là où j'ai pas assez d'informations, je vais agréger plusieurs communes qui sont limitrophes, donc géographiquement proches, avec une frontière, et qui ont des caractéristiques communes potentiellement. Et donc, comment on définit qu'une ville a des caractéristiques communes avec sa ville limitrophe? Et en fait, pour ça, on a récupéré les données de recensement de l'INSEE, et donc les informations, par exemple, de quelle est la part de propriétaires, quelle est la part de jeunes, quelle est la part de locataires, quel est potentiellement le revenu moyen. Enfin, je ne suis pas sûr qu'on utilise cette information, mais ce type d'information a été utilisé pour caractériser les communes. Et derrière, on a fait tourner un algo qui s'appelle un MaxP Region Problem, mais je ne rentrerai pas dans les détails. Mais globalement, ça nous a permis en fait d'arriver à avoir des clusterings et d'arriver en fait à ce que vous voyez actuellement sur le site Le Bon Observatoire, c'est-à-dire des informations partout. Et nous, pour certaines villes, l'information qu'on affiche n'est pas l'information de la ville à proprement dit, mais potentiellement du cluster associé. Et vous verrez que l'ensemble des villes qui sont limitrophes ont le même indicateur et qu'il a été calculé, mais que ça reste cohérent parce qu'on prend des informations de proximité géographique et on considère que l'algo les sélectionne de telle façon à ce qu'il y ait une cohérence aussi sur des caractéristiques communes entre les villes. Et donc, ça nous permet du coup finalement d'arriver avec des indicateurs qu'on est capable de calculer quasiment dans toutes les communes de France. Ce qui est plutôt cool. Et en fait, pour information, c'est aussi des clusterings qui sont différents entre la vente immobilière et la location. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, typiquement, on a beaucoup plus d'annonces en vente immobilière et donc on est facilement, on a une capacité beaucoup plus facile à calculer les indicateurs juste au grain ville, ce qui est moins le cas en location, où on a un peu moins d'annonces. Et dans ce cadre-là, en fait, on a créé des clusterings différents entre la vente immo et la location. Donc ça, voilà. Et en fait, on s'est rendu compte aussi qu'il n'y a pas du tout la même distribution entre les maisons et les appartements sur le site Le Bon Coin, sur la vente immo ou la location. Il y a beaucoup plus d'appartements dans des régions ou des zones assez denses. Et donc, du coup, ce clustering, en fait, on l'a également mis à disposition en vente immobilière, où on a la possibilité d'avoir le clustering spécifique pour les maisons ou pour les appartements, où on garde le clustering maison plus appartement. Et donc, du coup, on a cette flexibilité et du coup, on a intégré ça également dans l'API. C'est-à-dire que si on regarde le clustering au grain ville, au grain maison ou appartement, la réponse qui va être donnée va s'adapter au clustering qui a pu être fait en amont par les DE. Donc voilà, du coup, là-dessus, il y a eu un peu d'open data, ce qui est assez cool, d'utiliser les données de recensement de l'INSEE dans chaque ville. Il y a eu aussi un peu de questionnement de se dire à partir de combien d'annonces on considère qu'on est capable de donner un prix moyen au mètre carré assez robuste. Donc ça, c'est des questions. Parce que si vous considérez qu'il vous faut 1000 annonces pour être capable de calculer un prix moyen au mètre carré robuste, eh bien, vous allez avoir des sacrés clusters très rapidement, et notamment dans des régions où la demande et l'offre est assez faible. Donc voilà, donc c'est par exemple des questions qu'on a pu se poser. Et ça nous permet finalement d'être capable de calculer le prix au mètre carré ou l'évolution un peu partout en France grâce à cette méthodologie. Tu as 2 questions. Yes. Alors, mais du coup, si on regarde bien la carte, les couleurs de certaines villes sont différentes avant et après clustering. Alors, tout à fait. Je suppose que c'était cette carte-là. Alors, en fait, pour être totalement transparent, ce n'est pas le même indicateur qu'on regarde entre les deux cartes. Donc, c'est sûr que ce ne sera pas les mêmes couleurs. Et les couleurs qui sont mises à votre disposition en bas correspondent en fait à des déciles, pas des déciles, on a splitté ça en 8 et à la distribution de l'indicateur. C'est-à-dire qu'on a coupé notre distribution en 8 et que la gestion des couleurs se fait
en fonction de la distribution qui nous est mise à disposition. Donc, c'est sûr que les couleurs ont tendance à changer, mais elles changeront tout le temps en fait, vis-à-vis des valeurs qu'on pousse. Enfin, je ne suis pas très clair là, mais globalement, les couleurs en bas auront tendance à changer vis-à-vis de la distribution qu'on aura via l'indicateur qu'on pousse. Mais du coup, ça n'a pas forcément en fait… ça a potentiellement changé l'indicateur pour certaines villes, parce que maintenant, on le calcule à une granularité cluster, mais ça nous semble plus intéressant de le calculer à cette granularité-là, parce qu'on a assez d'annonces pour mieux décrire la ville et avoir un indicateur plus robuste. Je vois qu'on a une question sur les données des notaires. Donc, pourquoi ne pas se sourcer auprès des notaires régionaux pour avoir une data plus récente versus l'INSEE? Je démarre la réponse et je vais laisser Mathieu la finir parce qu'on a essayé, on a récupéré les données des notaires, donc les données des valeurs foncières. On les récupère, elles sont mises à jour tous les mois a priori, même si là ça fait quelques mois qu'on n'en voit pas. Et puis on a essayé de les exploiter. Et là je laisse parler l'ex-data scientist. Alors, au niveau de l'exploitation, au-delà de ça, c'est vrai que ce n'est pas les données les plus simples à exploiter. Et surtout, en fait, l'argument, c'est qu'on a envie d'être la référence up-to-date de ce qui se passe sur le marché, indépendamment du vrai prix de vente. Parce que là, du coup, par exemple, pour les prix au mètre carré, c'est le prix affiché. Mais en fait, l'avantage, c'est que tous les mois, c'est mis à jour. Et c'est mis à jour avec les données Le Bon Coin et qui vous donnent les tendances d'offres et de demandes de ce qui se passe en vrai, de manière concrète, sur le site Le Bon Coin. Donc, du coup, on a pris le parti de ne pas les utiliser pour l'instant pour en fait avoir une fraîcheur des données qui soit la plus intéressante possible. Mais on les stocke tout à fait de notre côté et on réfléchit à leur utilisation, que ce soit en interne ou pour le site Le Bon Observatoire. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions à ce sujet ou pas. J'en vois pas d'autres. Ouais, moi non plus. Vous avez bien répondu à toutes les questions. Bon, bah nickel. Du coup, vous aviez d'autres éléments à partager sur ce sujet-là? Sur la partie clustering, non. Je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions. Pour moi, c'est plutôt good. Ok. Du coup, je voulais voir avec vous si vous aviez des fun facts sur ce que vous avez découvert avec le Bon Observatoire. Yes, carrément. On en a pas mal de fun facts sur le Bon Observatoire. Notamment en fait dans les recherches qui sont faites par nos utilisateurs, parce que là du coup on vous a parlé principalement de ce qu'on stocke vis-à-vis de nos référentiels, c'est-à-dire quand vous déposez une annonce sur Le Bon Coin, vous déclarez que votre appartement c'est un 2 pièces qui fait 48 mètres carrés, etc. etc. Il y a aussi pas mal de recherches qui sont faites via les mots-clés, et c'est aussi une source de données qu'on utilise en interne chez Le Bon Coin. Typiquement, quand il y a une nouvelle série Netflix, il y a pas mal de recherches associées. Pour la série Lupin, il y a eu pas mal de recherches de livres Lupin qui ont été faites par la suite sur Le Bon Coin. Pour la série Squid Game, il y a eu pas mal de recherches de billes qui ont suivi. Comme je disais en préambule, tous les effets Covid sont assez intéressants à observer. Typiquement, les recherches de jeux vidéo qui ont explosé lors du premier confinement, les recherches d'haltères, de vélos d'appartement également qui ont explosé. Et après, on a les effets un peu saisonniers qui reviennent un peu tout le temps. Typiquement, à la Chandeleur, les gens qui recherchent des crêpières. À Halloween, des gens qui recherchent des déguisements. Et avant le début de l'été, des gens qui recherchent des valises ou des lunettes de soleil, mais qui sont des choses assez plus récurrentes, on va dire. Et en termes de fun fact aussi, il y a pas mal de choses qui sont orientées par rapport à l'actualité. L'actualité, c'est quoi? C'est la crise de l'énergie. Pas mal de gens qui recherchent de quoi se chauffer avec du fuel, des anciennes façons, entre guillemets, de se chauffer. Ça suit pas mal l'actualité, entre guillemets. On a vu, par exemple, à la réouverture des bars, à la mi-mai, qu'il pleuvait, notamment à Paris et un peu partout en France. Et donc, du coup, il y avait plein de gens qui cherchaient des kawaii et des parapluies pour se mettre en terrasse et profiter d'une boisson. Donc, on est vraiment le reflet de ce qui se passe au niveau de la population à travers les recherches. Et pas mal de gens aussi, des recherches assez atypiques de tables d'extérieur au mois de janvier pour profiter de moments plutôt en extérieur qu'à l'intérieur avec la crise du Covid. Enfin, il y en a de manière, il y a de nombreux exemples tous les jours de recherches associées à l'actualité qui sont assez cool. Et du coup, en fait,
c'est tout simplement le reflet de ce qui se passe, je pense, dans la société civile. Et toi, Stéphanie, il y a un fun fact qui t'a marqué? Alors moi, j'avoue que je laisse beaucoup Mathieu chercher les trending topics parce que c'est son gros sujet. Il nous avait beaucoup bassiné avec les cartes Pokémon l'année dernière. Ah oui, j'en ai même pas parlé. Alors les cartes Pokémon, les youtubeurs, les vidéos YouTube sur les cartes Pokémon, ça a fait exploser le nombre de recherches, ou les cartes Dracofeu notamment. Enfin, ça, en fait, on le voit directement dans les recherches. Pareil, les grands événements sportifs. Typiquement, il y a eu des très bons résultats, et je dis pas ça parce que je fais du judo, mais en judo cet été au JO, et il y a eu pas mal de recherches de kimono à la rentrée scolaire qui ont pas mal augmenté. Donc non, il y a pas mal d'exemples à ce sujet-là, quoi. C'est ouf, du coup, le niveau de granularité que vous réussissez à avoir pour les noms des cartes Pokémon et tout. Du coup, en fait, c'est assez différent de ce qu'a pu présenter Stéphanie avant, en fait, parce que là, du coup, on se base sur un référentiel qui est plus ou moins granulaire, qui dépend en fait de ce que nous, du déclaratif et des feeds qu'on propose à nos utilisateurs quand ils déposent une annonce. L'avantage des mots-clés, c'est que c'est des champs ouverts. Typiquement, en ameublement, juste sur la catégorie ameublement, depuis 2 ans, il y a plus de 400 000 recherches différentes qui ont été faites, en filtrant les recherches les plus exotiques où on n'en a qu'une seule. Donc, c'est pour vous dire la variété. On a pas mal de fautes d'orthographe et il y a pas mal aussi de redondances ou d'acronymes à gérer. Et c'est une source de données aussi assez intéressante, quoi. Et pareil, typiquement, la crise de la sortie de la PS5 l'année dernière avec les peu de volume, ça se traduisait directement sur le site du Bon Coin, quoi. C'est trop stylé. Et du coup, quelles sont les prochaines étapes pour le Bon Observatoire? Du coup, les prochaines étapes qui vont arriver, c'est de sortir les dernières catégories qui manquent, notamment la catégorie vacances et emploi, de manière publique. Après, on travaille pas mal sur l'utilisation en interne de ces données et pour les autres équipes, pour que ce soit potentiellement partagé à des équipes pour tous les aspects d'automobile, immobilier, etc. Et il y a un gros point qu'on travaille pour nos annonceurs pub, de mettre en place une plateforme authentifiée via le Bon Observatoire, avec plus d'informations du type qui sont les utilisateurs du Bon Coin et corréler aussi ce qui se fait sur les différents marchés. Donc, voilà. Il y a un autre sujet aussi dont on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est la partie qualité. Tout à fait. On a déjà pas mal de vérifications qui sont faites de manière un peu quantitative. Par exemple, si un jour on n'a aucune donnée parce qu'on a introduit un bug, là on va directement lever une alerte, même si dans l'absolu le flux il passerait sans souci. Mais à côté de ça, au-delà de ces premiers checks quantitatifs, on a aussi des outliers, donc les comportements un peu déviants par rapport à ce qui est censé se faire. Si par exemple on voit une Porsche à 1 €, tout à fait, on ne veut pas la compter dans le prix moyen. Et donc ça, c'est un des challenges qu'on est en train de tacler en ce moment et qui va prendre un petit peu de temps parce qu'il faut qu'on itère un petit peu là-dessus. C'est vrai que c'est un gros challenge parce que du coup, vu qu'on se base sur notamment pas les données notariales, mais les données déclaratives, si tous nos utilisateurs déclarent maintenant des Porsche à 10 €, c'est sûr que le prix moyen des Porsche qu'on va mettre sur le site, il va être totalement biaisé. D'autant plus que vu qu'on a agrégé nos données et qu'on porte l'indicateur moyenne, et qui n'est pas robuste justement à ces valeurs extrêmes. Du coup, c'est assez important de faire attention en amont aux données qu'on utilise. Et on pourrait se dire, mais pourquoi vous n'avez pas utilisé la médiane qui fait fi de ces valeurs extrêmes? C'est parce que justement, on agrège nos données, on n'est pas capable de recalculer une médiane derrière. Donc voilà, il y a des choix qui ont été faits aussi là-dessus pour gagner en temps d'exécution, mais potentiellement perdre en qualité, sur un peu de qualité en sortie, quoi. Et c'est une grosse problématique qu'on a de notre côté pour automatiser tout ce process. Et vous faites comment, du coup, vous êtes obligé de, vous, en interne, anticiper toutes les fausses déclarations qu'il pourrait y avoir, la forme qu'elles auraient pour… Alors vas-y. Ouais. On a, comme je disais, on itère. On a déjà des petites choses en place. Donc, par exemple, on est sur des tranches. On a des tranches sur les prix, sur les surfaces, etc. Et donc, pour l'instant, c'est Mathieu, en fait, qui définit les tranches qui sont délirantes par rapport à chaque catégorie. Donc, c'est un travail qui reste très manuel et qui fait déjà un premier filtre. Qui se fait assez facilement parce que ça se fait via la conf que vous avez vu tout à l'heure, en fait. Voilà. C'est de la conf et on les exclut directement dans la requête.
Par contre, on va se rendre compte que peut-être qu'on va ne pas prendre en compte des annonces un peu extrêmes qui sont dans je ne sais plus quelle ville du Var. Oui, non, en fait, derrière, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'automatiser la démarche sur les indicateurs les plus clés, notamment le prix au mètre carré ou les prix des voitures. C'est de dire, en fait, de prendre la distribution des prix qu'on constate et dire, on va filtrer le premier pourcentage des prix les plus faibles et le pourcentage des prix les plus forts, par exemple, et dire, on ne les considère pas dans le calcul de notre moyenne et pousser cette moyenne ou potentiellement une autre méthode, mais globalement, c'est de filtrer en amont les annonces qui nous paraissent les moins pertinentes et ça vis-à-vis de différentes dimensions. Typiquement, en fait, on ne peut pas le faire de manière macro sur toutes les annonces de voitures parce que le prix moyen d'une Peugeot, ce n'est pas le prix moyen d'une Porsche. Et donc, du coup, on doit choisir des granularités sur lesquelles on calcule ces distributions et on enlève les pourcentages d'annonces non pertinentes. Et pareil, ce n'est pas le même prix au mètre carré en Indre-et-Loire et dans le 12e arrondissement de Paris. Donc, voilà, il faut choisir la bonne granularité, les bons indicateurs et on essaye de faire ça. C'est un work in progress à l'heure actuelle. Et du coup, ça vous a pris combien de temps déjà de tout mettre en place pour le bon observatoire? L'équipe a commencé à arriver en octobre-novembre dernier. Côté data ingénieur, en fait, on a mis bien 2-3 mois à tenir la jambe à Mathieu, à benchmarker les bases de données, donc à faire de la documentation finalement. Mais finalement, en fait, ça s'est fait assez naturellement parce qu'en même temps, avec notre UX designer Yixing, on a fait les retours utilisateurs, on a récolté tous les besoins, on a fait des ateliers avec les équipes tech d'idéation de qu'est-ce qu'il faut pousser, comment il faut le pousser. Et donc, du coup, ça a permis d'enrichir un peu la discussion. Et après, ça a permis aussi, notamment aux data engineers, de savoir qu'est-ce qu'il faut stocker, comment il faut stocker, comment on peut rendre ça générique. Et justement, ça a amené à la DAG Factory. Ouais, et puis je pense que ça nous a tous aidés dans l'équipe, que ce soit côté front, côté back, de bien voir le produit, bien s'imprégner de tout ce qu'il y a, de toute la cible en fait. D'en être honneur, tout simplement. Ouais, d'en être honneur complètement. Et au final, je pense qu'on peut dire qu'on a mis 1 an. On a commencé à écrire de la documentation en décembre 2020. On a commencé les développements en mars. À peu près pareil pour la partie front. On a lancé le site de manière un peu statique au mois de juin dans une certaine excitation générale. Ouais. Et on a commencé à brancher l'API, si je ne dis pas de bêtises, courant octobre-novembre. Et au fur et à mesure, on rajoute des filtres, on rajoute des catégories. Et en fait, là, ça a été un peu painful au départ. Mais là, vu qu'on a verticalisé et que la démarche, elle est générique, ça devient de plus en plus facile. Ok, trop stylé. Et pourquoi vous avez choisi du coup de commencer par les annonces immobilières, automobiles et lifestyle? C'était là où vous aviez le plus de données, parce que c'est nos principaux marchés. Les principaux marchés du Bon Coin, c'est l'immobilier et l'automobile. Et après, il y a aussi derrière la location de vacances, l'emploi et les biens de conso. Mais globalement, il y a aussi une appétence du public qui est plus grande sur le marché de l'automobile et de l'immobilier. Et c'est pour ça qu'on s'est focus là-dessus. Et puis, c'était des super use cases pour commencer, parce que les référentiels sont plutôt complets. Et donc, du coup, on est capable de plutôt bien décrire l'offre, la demande, les prix moyens, etc. Donc, c'était aussi pour ça qu'on est parti sur l'IMO et l'auto en premier. Parce que ce n'est pas aussi simple de faire la même chose en biens de conso, notamment dans des catégories où potentiellement on n'a pas ce qu'on appelle, nous, des filtres, des ad-param. Typiquement, en sport et loisirs, sur le Bon Coin, vous ne pouvez pas choisir de filtre. Et donc là, c'est au dépôt, c'est-à-dire quand vous déposez votre annonce, mais également quand vous la recherchez. Et donc, pour décrire l'offre et la demande, c'est un peu plus compliqué. Et donc, c'est pour ça qu'on a préféré se baser sur des catégories où on avait des référentiels assez complets pour commencer. Ok, hyper intéressant. Merci beaucoup pour tout ça. Du coup, là, il est 19h24. On va pouvoir passer aux questions. Je ne sais pas si vous en avez dans le chat. Vous pouvez les poser directement dans le chat. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait des questions. Non, il n'y a pas de questions. Il n'y en a pas. Il y a Quentin qui vous dit merci beaucoup et qui doit nous laisser, mais que c'était très, 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 très intéressant. T'es ravi. Chanter. Il y en a plein. Quels sont les prochains gros chantiers? Combien d'usagers sur le bon observatoire? Oula, les questions qui fâchent. Du coup, les prochains gros chantiers, ce que je disais tout à l'heure, là, on travaille pas mal sur le fait de pouvoir créer de l'authentification, de pouvoir créer des comptes, notamment pour nos annonceurs pub et clients pro, à qui on va mettre à disposition des données, les mêmes données, mais avec potentiellement plus de granularité.
et la possibilité d'avoir des notions de qui sont les visiteurs du marché de l'auto. C'est plutôt des hommes, des femmes, et des données d'audience qu'on ne pousse pas directement au public, mais qu'on pousse à nos utilisateurs professionnels. Donc ça, c'est les prochains gros chantiers et qui va nous prendre encore quelques mois. Ouais. Ouais, c'est pour toute l'équipe. Ouais. Et oui, pardon, combien d'usagers sur le Bon Observatoire? Il y en a, Au global. il y en a des milliers. Non, plus sérieusement, on a encore une audience qui est assez faible, qui va se situer aux alentours de trentaines d'utilisateurs par jour, ce qui est rien du tout vis-à-vis du trafic du Bon Coin. Pourquoi? Parce qu'on ne communique pas trop encore dessus. Ce qui va pas tarder à arriver, notamment avec le fait qu'on va proposer des services à nos utilisateurs pub, ce qui nous laisse, nous, de notre côté, le temps d'améliorer potentiellement certains insights qu'on pousse et d'améliorer à terme l'expérience. Donc voilà, mais c'est un chantier pour bientôt de pousser la communication dessus et d'avoir beaucoup plus de gens dessus. Mais pour l'instant, ce n'est pas un enjeu critique de suite d'avoir beaucoup de monde sur le site. Et ça va le devenir. C'est très, très clair. Et du coup, nouvelle question. Avez-vous une idée de la proportion de dons effectués sur votre site? Alors, on a l'info, mais moi, je n'ai aucune idée. Alors, attendez. Du coup, je vais regarder. Mais non, il y a la possibilité directement de proposer un bien en tant que don sur le site du Bon Coin. Pardon. Et alors, je vais vous donner une idée. Les dons. Sur le Bon Coin, si on... Hop. Je pense qu'en termes d'annonces, ça représente peu d'annonces, mais il y a pas mal de gens en fait, qui vont avoir tendance à mettre des annonces à 0 ou 1 euro ou à donner et qui ne le spécifient pas directement sur le site. Mais j'avoue que je n'ai jamais trop regardé. Je vais vous dire ça de suite. On va aller typiquement en mode, en vêtements. Il n'y a pas de don directement ici. Ah, tu ne peux pas filtrer par don? Oh là là, il n'est pas bien fait. Alors attendez, j'arrive. J'avoue que celle-ci, je ne l'avais pas vu venir. On saura pour la prochaine fois. Yes. Par contre, mais regarde, tu peux filtrer dons uniquement sur toute la France. Et donc, du coup, on est à combien? On a presque 100 000 dons en cours. Sur l'année? Actuellement, en ligne sur le site. En ligne, il y a 97 189 annonces. C'est énorme. Et alors, du coup, je vais peut-être vous partager juste mon écran rapidement. Oh, tu fais de la pub pour les trending topics. Ouais, mais bon, ça, c'est normalement des choses qu'on ne montre pas trop. Mais hop. Tenez, tac, tac, tac. Yes. Désolé pour la petite latence. Tac. Hop. Ah merde, pardon, excusez-moi. Tiens, c'était pas prévu dans la démo, ça. Ouais, j'avoue que là, je suis un peu pris de court. Tac. Je suis perdu. Excusez-moi, je reviens. Hop. Alors non, ça ne peut pas fausser la moyenne des prix parce qu'en fait, ils sont exclus quand on n'a pas de prix. Enfin, ils sont pas calculés dans la moyenne, en fait. Si je dis pas de bêtises. Et donc là, du coup, en fait, vous avez une idée sur les mots-clés utilisés qui sont adonnés ou dons de la tendance. Donc, vous voyez que depuis 2019, ça a pas mal augmenté, et notamment post-crise du Covid, qu'on a une saisonnalité qui est plus ou moins élevée. Elle n'est pas très importante ici vis-à-vis de la trend. Et qu'il y a eu un petit impact, là, typiquement, de la première vague et de la seconde vague du Covid sur ce type de recherche adonnée, dons, où les recherches ont baissé. Mais après, là, on peut se dire que globalement, les recherches avaient un peu baissé sur ce type de recherche de manière générale sur le site Le Bon Coin à ce moment-là. Mais du coup, vous voyez qu'il y a une tendance beaucoup plus forte en ce moment à rechercher ce type d'annonce sur le site Le Bon Coin. Donc, on constate dans les faits qu'il y a plus de gens qui recherchent des annonces en écrivant à donner ou don directement. Voilà, pour le petit use case. Et tu as répondu du coup à la question. Oui. Ok. Yeah. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser dans le chat à Stéphanie et Mathieu?
Ah, merci beaucoup. Je pense que ça veut tout dire. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux, c'était ultra intéressant. Et du coup, on vous enverra le replay à tous par email si vous voulez revoir certains passages. Merci Merci. beaucoup à tout le monde alors. Merci. Merci. Puis, Bonne soirée. bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.